Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Allez hop, on remet ça, une cata de plus par mois. Quand c'est pas un tsunami, on fabrique un Tchernobyl. Les marées noires en Louisiane et les ricains en Bretagne. Céveso en Italie, la mer d'Aral en Russie. AZF à Toulouse et Popage et les Indies. On tire sur tous ceux qui bougent et on creuse encore des puits. Le Prestige en Espagne et l'Exxon en Alaska. La Moco naufragée, 200 000 tonnes déversées. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. On va parler de lumière, de cette lumière qui est un peu disparue sur la planète Terre et d'obscurcissement du ciel avec Jacqueline Roche. Jacqueline Roche est journaliste, elle est photographe. Elle s'est rendue compte il y a quelques années qu'elle n'arrivait plus autant qu'avant à faire des photos sans être obligée d'utiliser des flashs ou des lampes dans son studio photo. Bonsoir Jacqueline Roche. Bonsoir. Alors c'est quoi cette histoire d'obscurcissement planétaire et d'obscurcissement des consciences ? Ça fait plus de 20 ans que je travaille en portrait en lumière du jour dans mon studio. Et effectivement, j'avais des cahiers de Polaroid avec toutes les inscriptions marquées. Et au fil du temps, on constate qu'il y a plus de 3 diaphes d'écart et que même maintenant, il est carrément impossible de faire des photos sans rajouter de la lumière. Alors que j'ai travaillé beaucoup avec une sublime lumière que j'avais calculée avec l'architecte. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on perd autant de lumière ? En fait, si on tape sur Internet directement obscurcissement planétaire, on se rend compte qu'effectivement, plein de scientifiques ont déjà prouvé qu'on perdait de la lumière. Après, j'ai aussi constaté directement, en regardant le ciel, que depuis pas mal d'années maintenant, surtout 2007, je pense, à partir de 2007, où ils sont passés avec des vols à basse altitude, on remarque des quadrillages de traînées, on nous a dit que c'était des traînées de condensation, mais il se trouve que aujourd'hui, et avec le reportage du dimanche 25 novembre sur TF1 aux 20h, on nous dit bien qu'il s'agit d'épandage aérien pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc on va passer de quelque chose qui n'existait pas à quelque chose qui va devenir obligatoire à la COP24. Obligatoire, ça veut dire légitimé, parce qu'en fait, ça se pratique déjà. Des essais sont en pratique, alors on va dire des essais, sont en pratique depuis des années. Je pense que c'est déjà épandu sans notre consentement depuis des années. Mais juridiquement, on a le droit de dire que c'est des essais. D'accord. Et je pense que les désordres climatiques qu'on vit aujourd'hui sont dus à cette géo-ingénierie qui est pratiquée clandestinement depuis effectivement des années. On va dire facile 10 ans à basse altitude et depuis début 2001-2002 à haute altitude. Avant aussi, mais disons qu'à partir de 2002, ça s'est fait de façon systématique. Alors comment on les reconnaît ? À basse altitude, c'est pas très dur. Déjà, tout le monde sait par exemple sur Paris que les avions n'ont pas le droit de voler sur Paris à basse altitude. Un avion que l'on voit et surtout que l'on entend, il est forcément à basse altitude. À partir du moment où on l'entend, c'est de la basse altitude. Il se trouve qu'à Paris, on voit régulièrement, et c'est très bien, on le voit très très bien dans le documentaire, c'est tourné direct avec mon iPhone, ces quadrillages qui sont effectivement des expériences de géo-ingénierie. Sur Paris, je pense que ce sont des drones. Parce qu'effectivement, les avions n'ont pas le droit. Donc, ou c'est les avions de l'OTAN, ou c'est des drones. Donc, c'est déjà en pratique depuis très longtemps. Et c'est la cause du dérèglement climatique. Sur le site France Info, donc du 26 novembre, Emmanuel Macron s'est exprimé dimanche 25 novembre sur le conflit des Gilets jaunes. Il veut lancer une grande concertation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 et cette émission est programmée pour la semaine prochaine, le 4 décembre. Donc, après le temps de fermeté vient celui de la concertation. Emmanuel Macron veut l'ouvrir sur une période de 3 mois aux syndicats, aux associations de défense de l'environnement et aux citoyens, mais a priori pas aux gilets jaunes. Le but est de décrisper la situation surtout sur le plan de la fiscalité écologique, par l'écoute, par le dialogue et par les remontées de terrain
et des solutions apportées par des représentants de la société civile. Donc la concertation s'organise. Le chef d'État veut aussi créer un haut conseil pour le climat composé d'experts et placé sous l'autorité du Premier ministre. Jacqueline Roche, j'aimerais savoir, à ton avis, ce que Emmanuel Macron va proposer demain pour ce pacte climat. Il a dit qu'il allait voir avec des ONG, je crois, et des associations, et il a mis en avant le côté civil. Je pense que va être avancé surtout la proposition d'un pacte finance-climat qui est en fait par Jean Jouzel et Pierre Larouturou. Ils ont écrit un bouquin et si vous allez sur Internet, vous avez un site. Pacte finance-climat. Et qui est pour éviter le chaos climatique et financier. Et ils annoncent une solution en fait à 1000 milliards d'euros pour sauver le climat. Évidemment, c'est un 2 en 1 sur le climat et finance, parce qu'apparemment, effectivement, ça réglerait pas mal de problèmes financiers, ça relancerait, enfin, soi-disant. Hein. Mais ceci étant, les bases de ça, il faut savoir surtout que, à l'origine, c'est Monsieur Jouzel. Alors, c'est qui vient, Monsieur Jean Jouzel. C'est très bien expliqué dans le documentaire Vers un climat artificiel. Monsieur Jean Jouzel est le représentant du GIEC depuis très très longtemps. Il vient quand même du CEA, c'est-à-dire de l'énergie atomique et nucléaire. Et il a été exfiltré du GIEC en juillet dernier. Donc 2018. Avant 2018, juillet 2018, donc avant la COP24. Parce qu'il est lié à l'industrie du nucléaire. Il faut savoir, et c'est dit ça aussi dans le documentaire, que M. Pachauri, qui était aussi au GIEC, a été lui exfiltré avant la COP21, parce qu'il était lié à l'industrie du pétrole et fossile. Donc en fait, à la tête du GIEC, il y avait 2 personnes, un du nucléaire et un de l'industrie fossile, qui ont des intérêts évidents là-dessus. Donc en fait, ils sont en train de se recycler à la géo-ingénierie, ce qui permettrait de consommer encore pendant quelques années, de ne pas changer le rythme. Et de rapporter de l'argent. Alors ce pacte finance-climat qu'on retrouve, le pacte qui peut tout changer, il y a énormément de signataires connus, de gens qui ont signé ce pacte. C'est ce qui fait un petit peu peur, parce que je ne suis pas sûre que les gens aient compris de quoi il s'agissait en bout de ligne, parce que à chaque fois, tous les côtés très positifs, tous les avantages entre lutter contre le réchauffement climatique, même si ça se discute terriblement, et les avantages financiers, on ne peut que être d'accord. Sauf que jamais, à aucun moment, est expliqué clairement ce qui va être fait, c'est-à-dire des épandages de nanoparticules pour réfléchir les rayons du soleil, la fameuse BECCS, qui est la bio-industrie, alors ils mettent le mot bio devant, et qui va demander plus de 45% de terres arables, c'est-à-dire de terres cultivables, pour faire pousser des arbres OGM à coups de glyphosate et de pesticides très forts, pour une grosse production, comme on produit des sapins de Noël. Mais il faut savoir qu'après, ces arbres sont brûlés et que là, ça refait du CO2. Et ça, ils vont l'enterrer sous terre. L'enterrer sous terre, c'est vraiment le mettre sous terre. Hein. Oui. C'est pas une figure de style. Hein. C'est-à-dire qu'on enterre la pollution sous terre. On a déjà tous les déchets nucléaires, mais on va en plus stocker le CO2 sous la terre. Oui, mais ce qui demande énormément d'industrialisation de toutes nos terres, surtout agricoles, mais de toutes les terres. En fait, on aura une biosphère bien moins bio que jamais. Ça, c'est sûr. Mais ça n'est pas expliqué à chaque fois, et surtout dans le pacte finance-climat, les choses sont montrées comme eau sauveur, mais eau sauveur de qui ? D'une peur qu'ils ont créée. C'est le GIEC qui, depuis des années, nous dit que c'est la fin du monde, parce qu'on va peut-être prendre 1 ou 2 degrés. Ça, M. Ernu va nous expliquer scientifiquement comment ce sont des choses qui sont fausses à la base. Donc, c'est en faisant peur aux gens qu'on arrive à leur vendre une solution qui n'est absolument pas dans l'intérêt commun. Absolument pas. Et je pense que beaucoup de signataires de ce pacte n'ont pas forcément compris qu'en bout de ligne, les solutions proposées, en fait, ils voient le côté « on va nous sauver »,
Ils n'ont absolument aucune précision réelle et explicite de ce qui va être fait. Et puis surtout, ils vont pas nous dire comment. Ça veut dire que les deux personnes qui représentaient le GIEC, un du fossile, un du nucléaire, vont aujourd'hui tenter de nous vendre de la géo-ingénierie. Avec la bénédiction d'Édouard Philippe. Avec la bénédiction de tous les gouvernements. Je ne sais pas s'ils ont vraiment le choix en fait. Le GIEC se situe au-dessus des nations. C'est une institution qui est intergouvernementale. Ça veut bien dire clairement au-dessus des nations. Alors qu'est-ce qu'ils mettent justement, qu'est-ce qu'ils nous épandent, qu'est-ce qu'il y a dans ces épandages? Alors il y a plein d'associations comme l'Assetica, Ciel Voilé, enfin si vous tapez, il y a énormément d'associations sur le net. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, ils sont très efficaces. La France est beaucoup moins efficace là-dessus, est très censurée, même les pages sur Internet sautent, sur Facebook, tout ça, c'est très difficile. Les associations ont fait énormément d'analyses et en fait, ce sont des nanoparticules d'aluminium, entre autres barium, strontium. Puis après, vous savez, le problème, il va falloir contrôler dans ces épandages. Oui, c'est ça. On voudrait des organismes de contrôle de ces épandages. Parce que sur TF1, ils vous disent de la calcite, c'est ça, non? Quel site? Oui, là, on va écouter ce que nous dit TF1. On parle beaucoup de transition écologique ces derniers jours. Le réchauffement climatique, on le sait, va s'aggraver. Alors, il va falloir trouver des solutions. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Anne-Claire. Vous allez nous parler ce soir d'une ambition très sérieuse des scientifiques. Ils veulent refroidir l'atmosphère au sens propre. Exactement, ce réchauffement nous inquiète, il risque de s'aggraver et c'est vrai qu'on commence à penser à des solutions, il y en a plusieurs, pour refroidir cette atmosphère. Alors, regardez sur cette animation déjà la fragilité de la pellicule d'air dans laquelle nous vivons. Regardez ça, et encore, cette animation n'est pas à l'échelle, ça montre toute la fragilité. Alors, première solution envisagée, d'installer des miroirs juste à la limite de l'atmosphère, des miroirs qui renverraient une partie du rayonnement solaire. Évidemment, si on renvoie pas forcément une grande quantité, eh bien ça va suffire pour faire baisser la température au niveau du sol de quelques dixièmes de degrés. Bon, on le voit quand même, cette solution est assez compliquée à mettre en œuvre. Alors, autre solution envisagée, là on va utiliser des avions pour réaliser des épandages. Des avions qui circuleront dans le ciel à des altitudes de l'ordre de 6-7 000 mètres et qui vont épandre ce qu'on appelle de la calcite. Pourquoi de la calcite? Parce que ça constitue des microparticules qui vont pouvoir se disperser dans l'atmosphère sans qu'on les voit. Et particularité, ça va retenir une partie également du rayonnement solaire. Donc ça pourrait suffire pour faire baisser la température au niveau du sol. Et puis, il y a une troisième solution, et là, ce sont les Chinois qui sont en train de l'expérimenter. Oui, on a commencé, c'est tout simplement de créer des nuages, tout simplement. On va les créer là où on en a besoin. Alors pour cela, on va utiliser l'eau de mer. Pourquoi l'eau de mer? Parce qu'on va utiliser le sel que l'on va petit à petit désagréger en cristaux. Et ces cristaux de sel ont la particularité de réunir ou de retenir l'eau. Donc tout simplement, ça va former des gouttelettes d'eau à l'origine de ces nuages que l'on va pouvoir comme cela former là où on en a besoin. Bon, on voit bien que tout cela, c'est quand même jouer un peu à l'apprenti sorcier. Et aujourd'hui encore, la meilleure solution, c'est bien de limiter cette empreinte que l'on a sur cette terre, même si on est de plus en plus nombreux. Et donc, calcite, ça voudrait dire du calcium, ça c'est plutôt rassurant. Oui, c'est bien, ça fortifie les os. Oui. Sauf que qui contrôle ce qui est épandu réellement? Les analyses donnent aujourd'hui que dans les bacs à sable de Paris, pour nos enfants, on est à un taux d'aluminium qui est plus de 80 fois, enfin à des taux énormes. D'où vient cet aluminium? Et on peut se poser la question, pourquoi un grand des très grands, Monsanto, il y a quelques années... Oui, ça aussi c'est dit dans le documentaire. En fait, Monsanto a sorti un gène résistant à l'aluminium. D'abord, il a commencé par acheter Climate Corporation, c'est-à-dire une société qui fabrique le climat. 300 millions, c'est 300 milliards. Oui, c'est son plus gros chiffre. C'est ce qui lui a coûté le plus cher. C'est ce qui lui a coûté le plus cher. Donc, il a acheté une société qui fabrique le climat. Après, il a sorti un gène résistant à l'aluminium. Ces plantes seraient les seules qui pourraient résister. Et après, il a acheté la météo. Et après, on observe que Météo France disparaît des chaînes publiques au profit d'une filiale anglaise
qu'ici on remonte bien. Appartient à la même clique. Voilà. Donc c'est organisé déjà depuis ça, je sais plus, je crois que c'est en 2013. Ça s'est enchaîné assez rapidement. 2014, Météo France disparaît. Voilà. Mais il s'est passé moins d'1 an. Ça s'est enchaîné en 6 mois entre le moment où il achète le climat et le moment où il sort des graines résistantes à l'aluminium, puis la météo, puis Météo France. Il s'est passé moins de 9 mois, je crois. Ça s'est enchaîné très très vite. Ok, alors mais ce climat, il y a très longtemps qu'on essaye de le changer. Dans ton documentaire, il y a un paysan qui nous parle des fusées Paragrel qui étaient utilisées déjà en 1970. Les manipulations du climat, ça a été un fantasme de l'homme qui se prend pour Dieu depuis tout le temps, en fait. Mais aujourd'hui, on comprend bien que c'est aussi un outil pour nos gouvernements, parce que l'arme climatique est beaucoup plus efficace que n'importe quelle guerre mondiale. C'est quelque chose... On peut assécher des pays, on peut faire des inondations, on peut faire des tsunamis, on peut absolument tout faire. Donc si vous ne cédez pas à la doxa de ce qui est demandé quelque part de façon mondiale maintenant, puisque le GIEC est une institution au-dessus des nations et au-dessus de nos gouvernements, je veux dire, avec le climat, c'est une arme redoutable. Alors est-ce que tu sais ce qui se passe par exemple pour la Russie, la Chine, l'Afrique? Mais tout le monde a, c'est comme la bombe atomique. Si vous avez la bombe atomique, on est obligé de l'avoir. Si vous avez l'arme climatique, on est obligé de l'avoir. Et dans le documentaire, c'est très bien expliqué aussi. Il y a HARP pour les États-Unis, mais il y a SURA pour la Russie, l'AISCA pour l'Europe, je me souviens plus du nom, pour le Japon. En fait, tout le monde a sa plateforme pour le climat. Ce qui est curieux aujourd'hui, là où c'est difficile de comprendre, c'est qu'en fait, ça a totalement échappé aux citoyens. Donc, personne n'est au courant. C'est quelque chose qui n'existait pas, la manipulation du climat. Jacqueline, on parlait des chemtrails, mais tout le monde nous prenait pour des fous. 2006, moi, la première mission. Avec un Canadien qui s'appelait Nanki qui en parlait. 2006. Ouais. Ça fait 12 ans. Et on nous prenait vraiment pour la science-fiction. On pensait qu'on racontait des bobards. Il y a un monsieur qui va nous parler. Tu peux me présenter ce monsieur déjà avant qu'il arrive? Je me rapproche de monsieur Patrice Hernu, économiste de formation, mais qui depuis l'université s'intéresse à l'écologie politique et notamment à la raréfaction des ressources, pas seulement fossiles, mais l'ensemble des ressources. Dès les années 70, dans le cadre des travaux du Club de Rome, mais aussi avec d'autres universités, à Dauphine, avec la Harvard University, il a travaillé sur un concept qui est devenu le concept du développement durable. Et dans la vie non économique, avec un groupe d'amis, il a tenté d'écologiser tous les partis politiques, les uns après les autres. Il a rédigé avec Jean-Michel Bélorget le programme Changer la vie du Parti socialiste, qui était le premier programme environnemental. Il a été secrétaire général de Génération Écologie avec Brice Lalonde, vice-président du développement durable avec François Bayrou et un des 5 présidents fondateurs de l'UMP. Monsieur Patrice Hernu reste à mes yeux un des pères du mouvement écologiste. Nous accueillons Patrice Hernu. Bonsoir Patrice Hernu. Bonsoir. Le réchauffement climatique, c'est quoi? Écoutez, si vous commencez très fort. D'abord, sur le plan statistique, on peut dire déjà dans un premier temps, en réalité, on ne sait pas trop ce que c'est, puisque c'est une moyenne qui est faite sur 1 millier de points pris sur la planète, pour essayer d'avoir l'idée d'un réchauffement global. Bon, en fait, ça n'existe pas, puisque vous avez des régions qui se refroidissent, d'autres qui se réchauffent. Donc on sait qu'on se réchauffe lorsqu'on passe d'une ère glaciaire à une interglaciaire, parce qu'évidemment il y a des rayonnements solaires plus importants. Et ensuite vous avez le climat de la Terre qui va faire que ce supplément va être plus ou moins important. Bon, le réchauffement climatique actuellement, il a au moins 2 causes. Alors il a une première cause naturelle, puisque nous avons vécu du XIVe siècle jusqu'à 1860, qui est le point le plus bas, ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire une période de refroidissement. Après des périodes de réchauffement, notamment on a eu une période de réchauffement, enfin quand on dit réchauffement, c'est un réchauffement relatif, puisqu'on est dans une période quand même de chaleur depuis la sortie du glaciaire. C'est ce qu'on appelle l'optimum médiéval,
où il a fait plus chaud que maintenant, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias. Puis après, il y a eu un optimum romain. Et plus loin encore, il y a eu 2 périodes très chaudes. À la sortie du glaciaire, on appelle l'Holocène, c'est-à-dire le paradis, où il a fait très bon vivre sur Terre. Donc à la suite du dernier refroidissement, donc le petit âge glaciaire, il est au plus bas en 1860. Donc on est dans la sortie d'un petit âge glaciaire. Il est donc normal que la température moyenne augmente. Et jusqu'environ 1970, on va dire, la courbe de remontée de ce réchauffement est semblable aux mêmes courbes lors des sorties précédentes de refroidissement. Donc il n'y a rien d'anormal. Par contre, depuis 1970, il semble qu'on décroche par rapport à une courbe normale. Donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des facteurs supplémentaires qui se rajoutent au réchauffement naturel. Et ça serait quoi ces facteurs? Alors il y a 2 thèses. Voilà. Pour le GIEC. Pour l'officiel. Pour l'officiel. Donc l'IPCC en anglais, pour le GIEC français, le groupement international des experts climatiques, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qui a été émis dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Voilà. Alors, on peut discuter cette thèse, et puis je pense que la vraie raison, elle est très différente. C'est effectivement une part de l'activité humaine, mais c'est la pétrochimie, l'artificialisation des terres, toutes les causes de l'agriculture non raisonnée, et toute une série de facteurs qui tiennent à l'industrie humaine, mais qui ne sont pas directement liés au niveau du CO2. Alors, si ce n'est pas le CO2, vous dites que c'est le cycle de l'eau. Oui, c'est le cycle de l'eau. Alors, le CO2 joue dans le cycle de l'eau. Mais c'est le cycle de l'eau, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est qu'il y a de plus en plus d'eau dans la haute atmosphère, dans les nuages. On dit qu'il y en a de plus en plus dans la mer et que le niveau augmente. Pour l'instant, il augmente un peu. L'augmentation du niveau de la mer est quand même très minime par rapport des 200 mètres ou 400 mètres qu'on a pu vivre lorsqu'on est sorti de l'âge glaciaire. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on observe, c'est que l'eau, je résume ça d'une formule simple, va de plus en plus vite du ciel à la mer, et donc on assiste à un assèchement climatique. Et cet assèchement, il est dû à la déforestation, aux pratiques agricoles, aux pesticides, à plein de facteurs, à l'urbanisation, à l'artificialisation des sols, enfin à l'ensemble de l'industrie humaine. Et donc, ce qui fait que la biosphère, c'est-à-dire cet espace intermédiaire entre le ciel et la mer dans lequel nous vivons, comporte de moins en moins d'eau. Un arbre, c'est 70% d'eau. Donc une forêt primaire qui est détruite, c'est un stock d'eau qui disparaît. Or, l'eau, c'est un radiateur. Une des raisons pour lesquelles notre système solaire n'a pas explosé, c'est qu'il y a d'énormes réserves d'eau aux confins du système, qui l'ont modéré. Le Gulf Stream modère la température des régions tempérées. Donc il tombe sous le sens que si on coupe les arbres, s'il y a moins de flore, ce radiateur naturel de nos territoires disparaît, et par conséquent, il y a des variations beaucoup plus importantes, et ça conduit progressivement à un assèchement, c'est l'assèchement climatique. Contrairement aux thèses officielles du GIEC, le niveau du CO2 n'a rien à voir avec le réchauffement. Quand on regarde les séries passées, on se rend compte que lorsque la Terre se réchauffe,
en raison d'un ensoleillement plus important, en fonction, au fond, de la proximité de la Terre par rapport au Soleil ou de l'activité du Soleil, ça va provoquer une libération du dioxyde de carbone, du CO2, entre 100 à 400 ans plus tard. Et ce CO2 va s'associer à de l'eau et va donc compenser un peu le réchauffement. Donc le CO2 ne provoque pas le réchauffement, donc de dire qu'il le provoque, c'est une erreur absolue. Donc si j'ai bien compris, le CO2, il n'est pas là pour faire du mal, il est là pour protéger. Le CO2 est l'ami de la nature, il n'y a rien de meilleur que le CO2, ça n'a jamais tué personne, à la différence du monoxyde de carbone, qui est autre chose, qui est mortel, c'est pas la même chose. Plus de chaleur, plus d'eau, plus de carbone par l'intermédiaire du CO2, c'est la photosynthèse, donc c'est l'embellie de la nature. C'est le paradis, comme vous dites. C'est le paradis. Et d'ailleurs, dans les périodes passées, lorsque la création est apparue sur Terre, on a eu jusqu'à 23 fois plus de CO2 qu'il y en a aujourd'hui. Et en moyenne, c'était 6 fois. Donc, c'est pas le niveau. Mais en revanche, si on se met à émettre trop vite du CO2 sur une très courte période, comme ça s'est passé dans la période industrielle, actuellement, depuis 1970, on émet à peu près 3000 fois plus vite de CO2 qu'on en a émis dans le passé. Donc c'est un CO2 artificiel, parce que le leitmotiv, c'est nous vivons une artificialisation progressive de la planète, artificialisation des sols, de l'humain, mais aussi du CO2. Et le CO2 a cette propriété qu'on appelle un dipôle instable. Donc c'est un peu comme plus il est chaud, plus il y a de petites fiancées qui sont des molécules d'eau qui vont s'associer à lui. Et c'est le principe du sèche-cheveux, comme j'explique souvent. Redonnez le principe du sèche-cheveux, parce que ça m'a bien plu, ça. Le sèche-cheveux, oui. Écoutez, alors le sèche-cheveux, si une molécule de CO2 est plus chaude, relativement plus chaude que son propre environnement, vous avez des molécules d'H2O qui vont venir, comme des petites fiancées, s'associer tourner autour de la molécule de dioxyde de carbone. Donc quand vous avez un sèche-cheveux qui pulse de l'air, qui contient une infime proportion de CO2, mais qui en contient un peu, et que cet air est constamment renouvelé, vous avez un CO2 qui est chauffé, vous avez des molécules d'eau qui vont quitter les cheveux, qui vont s'associer à la molécule de CO2. C'est pas la chaleur du sèche-cheveux qui chauffe. Non, c'est le CO2. Alors c'est ridicule de nous chauffer la tête comme ils le font chez les coiffeurs. Oui, et d'ailleurs, certains disent que on peut sécher avec du CO2, chauffer. Par où qu'on prenne le problème, le CO2 est un ami. Mais si vous en émettez trop vite, eh bien vous allez avoir ces molécules d'eau qui vont s'associer provisoirement au CO2 qui est en surplus. Or, les molécules d'eau, elles, sous forme gazeuse, sont un gaz à effet de serre. Alors que le CO2 n'est pas un gaz à effet de serre, et ça, il y a plus d'un siècle qu'on le sait. Vous nous expliquez, Patrice Ernu, que toute la polémique en ce moment sur le réchauffement climatique vient justement de la consommation des voitures, des carburants, enfin, de ce CO2 qui embête tout le monde et qu'on focalise là-dessus. On focalise parce que ça permet d'éviter de parler de l'ensemble des facteurs du réchauffement et des désordres climatiques. Le réchauffement en soi, c'est une bonne chose. Mais évidemment, dans le contexte de la civilisation industrielle dans laquelle nous vivons, de l'agriculture, de l'artificialisation, ce réchauffement qui devrait être une forme de paradis, il devient une forme d'enfer. Vous voyez, c'est le paradoxe. Alors en faisant porter la faute exclusivement sur un facteur dont on sait en plus qu'on ne pourra pas le maîtriser. C'est-à-dire les voitures ? Les voitures, ça représente très peu, puisque l'ensemble des transports, je crois que ça représente 30% grosso modo dans les émissions de CO2.
Là-dessus, la moitié vient des voitures individuelles. Donc, ça, vous voyez, c'est une proportion importante. Hein, c'est pas Et ça. c'est quoi? C'est l'agriculture qui pollue le plus? Non, c'est les cargos, les avions et les industriels. Et les gros industriels, par exemple les cimenteries. Hein, c'est la raison pour laquelle, dans les projets actuels, on cherche à capter le CO2 à la sortie des usines de cimenterie. Quelqu'un a calculé que 200, je crois, entreprises les plus émettrices de CO2 dans le monde représentaient 80% des émissions de CO2. Et c'est souvent elles qui ne payent pas d'impôts. Voilà, et elles ne paient pas d'impôts. Oui, c'est ça. Elles ne paient pas d'impôts. On les oublie. Et vous voyez, si vraiment on voulait lutter contre les émissions de CO2, Est-ce qu'on s'y met tout de suite ou est-ce qu'on attend demain? Notre maison brûle. Est-ce qu'on va encore plus vite ou est-ce qu'on met un coup de frein? Notre maison brûle. Car c'est pas avec nos rites et nos croyances périmées Notre maison brûle. que la planète qu'on irrite se privera de nous virer. Nous regardons ailleurs. eh bien, on chercherait à réguler ces 200 entreprises. Ou alors, on régulerait le pétrole, le fossile, le charbon, le gaz et le pétrole à la source, en essayant de faire, en régulant l'offre de fossiles à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, la véritable monnaie de réserve, vous savez, avant, il y a eu une époque, parce que je trouve que je suis économiste par ailleurs, donc ça, c'est des propositions que j'avais faites il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai vu qu'elles commençaient d'ailleurs à être prises. Lorsqu'on est sorti de la dernière guerre, on était sous le régime de ce qu'on appelle le Golden Change Standard. Et puis après, l'or est sorti des monnaies de réserve, même si encore on fait en sorte d'en avoir suffisamment parce que ça reste quand même une valeur refuge. Voilà. Mais le problème de l'or, c'est que les usages industriels étaient bien supérieurs aux usages monétaires, donc on ne pouvait plus arriver à le réguler. Mais aujourd'hui, la valeur rare et utile à l'échelle internationale, ça reste le fossile. Les minerais aussi. Et de plus en plus, oui, les minerais, les terres rares, etc. Bon. Or, ces valeurs ne sont pas, cette offre, en quelque sorte, de monnaie à l'échelle internationale, n'est pas régulée. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait des propositions pour qu'on régule l'offre de fossiles à l'échelle internationale dans une espèce de carbone standard, exchange standard. Par exemple, ce qui permettait, on ne va pas rentrer là, on change de débat, et ce qui aurait permis, en quelque sorte, de donner des droits de tirage annexés aux monnaies de réserve aux pays pétroliers dont on voulait diminuer la production, sans avoir à les léser, vous voyez, en les transformant en quelque sorte en titres. Bon. On ne le fait pas car on ne veut pas véritablement réguler. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des taxes aux consommateurs qui en réalité... En les traitant de pollueurs. En les traitant de pollueurs, alors qu'ils ne polluent pas, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils n'ont pas d'alternative. Et qui s'en prennent plein la tête. Et la taxe, qui est inspirée d'un économiste qui s'appelait Pigou, la taxe Pigou, peut-être un bon instrument dans certains cas, mais en général, ça n'est pas un très bon instrument, parce que quand vous avez une taxe sur un produit, en général, si le produit va au profit de l'État, qu'est-ce que va faire l'État? Il va faire en sorte que l'assiette de la taxe augmente pour avoir plus de produits. Donc, si l'assiette c'est la pollution, quand on dit qu'on va faire une taxe sur la pollution, ça veut dire qu'on ne diminuera jamais la production. C'est l'aveu qu'on ne veut pas diminuer la production. Et comme en plus, vous voyez, la taxe, on ne la régule pas. L'autre jour, Hulot a envoyé d'un revers de main une des idées que j'avais émises, mais pas le seul, avec Rocard, Delors, Martin et plein d'autres économistes, on appelait la taxe flottante. C'est-à-dire, bon d'accord, le prix du baril de pétrole, il est spéculatif. Le prix de l'essence à la consommation renvoie une image de cette spéculation. Et le signal prix n'est pas correct. Si on peut vouloir donner un prix au carbone,
d'accord, et le faire payer aux usagers. Il faudrait le faire payer de manière équitable à tous les usagers. Mais Y compris les cargos y compris les cargos et les avions. Mais puisqu'on parle des voitures, déjà, si ce prix, il varie et il amplifie les variations spéculatives du Brent à la source, ça n'est plus un signal prix. Ça veut dire qu'on fait varier de manière spéculative le prix au profit de l'État, en le faisant reposer comment dire, sur le pauvre consommateur qui n'est plus rien. Donc c'est une taxe anti-écolo. Et dans le débat, comment dire, c'est pour ça que le livre que je vois sur la table de Jean Jouzel, Pierre Laroutourou, est une escroquerie véritable. Laroutourou n'est pas un économiste, et Jouzel non plus. Ils ne savent pas qu'une taxe, c'est le pire des instruments pour réguler, comment dire, l'écologie. Et il ne peut pas y avoir de pacte entre la finance et l'écologie fondé sur de tels fondements. Ce que me disait Jacqueline Roche, c'est qu'on ne peut pas arrêter la géno-ingénierie de suite. Bon, d'abord, elle était cachée, elle était sous le tapis, paraît-il, ça n'existait pas. D'un seul coup, on soulève la poussière. On soulève la poussière, comme il va y avoir cette fameuse COP24, les lobbies de la géo-ingénierie sont présents dans l'organisation internationale, donc essaient de pousser leur pion. Il y a des procédés qui sont socialement inacceptables, d'autres qui le sont plus, donc on essaie de mettre en avant les procédés qui paraissent les plus bio pour que les gens les acceptent. Et puis finalement, on voit bien dans les médias, on commence à dire ce qu'il en est en réalité. Les épandages. Des épandages, les boucliers géants, les nuages artificiels chinois. Tous ces procédés sont présentés comme devant lutter contre le réchauffement. Bon. Alors, c'est une erreur magistrale. Parce que déjà, le problème n'est pas le réchauffement. Le problème, c'est l'assèchement, vous voyez, et l'accélération du cycle. Mais c'est l'eau dans le sèche-cheveux, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'eau dans le sèche-cheveux, voilà. On pourrait prendre plein d'exemples expliquant pourquoi il y a les inondations sur le sud de la France. C'est le sèche-cheveux. Quand j'entends dire qu'il a plu dans l'Aude parce que la mer était plus chaude et que ça s'est évaporé, c'est à mourir de rire, c'est faux. C'est l'inverse, c'est parce que les vents sont plus chauds et que la mer a commencé déjà à se refroidir à la fin de l'été. Sinon c'est en été qu'il pleuvrait. Vous voyez, tout ce qu'on raconte est faux. C'est dramatique. Voilà. Tous ces procédés sont présentés donc pour lutter contre le réchauffement. Premièrement, le réchauffement n'est pas le problème. Mais deuxièmement, ces procédés, ils sont dramatiques. Parce que, en obscurcissant le ciel sous prétexte de renvoyer les rayons, ce qu'on appelle l'effet albédo, il y a donc moins de rayonnement solaire au sol, et donc ça diminue la photosynthèse. Si on diminue la photosynthèse, on accélère le cycle de disparition de la biodiversité qui est dénoncé par ailleurs et qui n'a rien à voir avec le CO2 et le réchauffement et qui est provoqué par les industries et qui est déjà provoqué par les épandages volontaires ou involontaires des carburants d'avion et de plein d'autres choses. En limitant le rayonnement solaire, on diminue la photosynthèse, on accélère l'assèchement climatique et donc on renforce les désordres climatiques. C'est-à-dire que si on adoptait ces procédés, ça serait pire encore derrière. Ça ne ferait qu'accélérer les désordres climatiques actuels. L'analyse, elle est fausse, les remèdes sont faux et ne feront que compliquer les choses. Et évidemment, si on commence à s'amuser à faire des épandages, que ce soit les gaz sulfureux, ou le soufre dans l'eau, classique ou je ne sais quoi, ou le soufre dans l'eau, le soufre, etc., qui va l'acidifier encore plus. Alors et ça va tuer tous les poissons. Ça va tuer tous les poissons. De toute façon, on a actuellement qu'on appelle le retour progressif vers le Cambrien, c'est-à-dire que les espèces supérieures disparaissent au profit des mollusques, des non-vertébrés. Parce que la nature, elle s'arrange avec tout ça, mais enfin, à notre détriment. Et évidemment, on va vers une société qui est totalement artificialisée, et rien de ce qui est proposé ne permet de résoudre les problèmes qu'ils prétendent régler. Quoi. Voilà, c'est ça qui est dramatique. L'analyse est fausse, les moyens sont faux, tout est faux dans cette affaire.
Voilà. Mais ils ont quand même une proposition d'investir 1000 milliards pour régler, pour sauver les banques et le climat. À 1000 milliards, on sauve les banques et le climat en même temps. C'est un 2 en 1. Mais on ne sauve pas la population, parce d'après ce que j'ai compris. Le climat, c'est quoi? Si c'est pour financer les projets de géo-ingénierie, c'est pas sauver le climat. Sauver l'élite. C'est sauver l'élite. Ceux qui pourront s'en sortir. Exactement. Et c'est tuer tous les autres. Parce que c'est exactement ça. Parce que, bon, le fond du problème, il est évidemment pas climatique. Le fond du problème, c'est la prodigieuse transformation de la société industrielle qui, à un moment donné, au XIXe siècle, encore au début du XXe siècle, la valeur fondamentale, c'était la valeur travail. Mais c'est pas la valeur travail au sens éthique, c'était la valeur travail parce que, c'était la valeur rare. Voilà, c'est la raison pour laquelle, qu'il s'agisse des libéraux ou des marxistes, dans tous les modèles économiques, ils étaient fondés sur l'homme. Sur l'homme et sur l'accumulation de la valeur travail qui dans les différents cycles productifs. On n'a plus besoin d'homme, parce que tout est aujourd'hui, on en a moins besoin, la population explose. Vous savez, en économie, la valeur, elle est déterminée par la rareté. Le travail humain n'est plus rare, donc il ne détermine plus la valeur. Quand on est dans des cycles de production où le travail est la valeur rare, on arrivait encore à maîtriser l'économie parce que c'est le travail accumulé dans le passé. Quand on commence à parler, comme vous le disiez tout à l'heure, des terres rares, des minerais, des ressources fossiles, on regarde les ressources dans l'avenir. Or, on ne les connaît pas. Donc, il devient impossible ou très difficile d'établir des modèles d'économie, de les faire fonctionner pour prévoir l'économie. Ce qui fait que les économistes sont de plus en plus impuissants à réguler l'économie. Mais ce n'est pas parce que ce sont des imbéciles, c'est parce que c'est dans la nature des choses. C'était ça le développement durable au départ. Bon, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. C'était cette idée de prendre en compte l'incertitude de l'avenir. Mais c'est la raison pour laquelle il y a cette thèse du GIEC qui est centrée sur le carbone, parce qu'on essaie de faire en sorte de ce que j'appelle gérer la rente du fossile. On essaie de faire croire aux consommateurs, aux acheteurs, que les ressources vont disparaître. Mais elles vont sûrement disparaître un jour. Mais pas aussi vite qu'on le dit, parce que ça permet aux producteurs de continuer à prospérer jusqu'à la fin et de gérer la rente, donc le profit, de leurs industries. Voilà pourquoi il y a cette thèse qu'on appelle le carbocentrisme, c'est-à-dire de dire que tout est lié au carbone. C'est-à-dire qu'à la fois on dit que les fossiles sont rares, ne vous inquiétez pas, ils vont diminuer, en même temps on en découvre régulièrement, le charbon maintenant il y en a pour 400 ans, il fait que d'année en année ça se développe, le gaz se développe, le gaz de schiste, le gaz de schiste se développe, donc vous voyez il y a tout un jeu de spéculation économique pour essayer de faire en sorte que le prix de ces différentes ressources soit tel que chaque producteur puisse trouver avantage à continuer à produire. Et les États, les États traditionnels, ont de plus en plus de mal à remplir leur caisse parce que comme la valeur travail justement diminue et que la valeur des salaires dans la plus-value, ce qu'on appelle diminue d'année en année, s'organise par rapport au système économiste. Donc on a de plus en plus de difficultés à percevoir là, il n'y a pas d'impôt, ils sont pas imposés. Donc on va taxer les pauvres. Et une ressource, prétexte écologique, alors qu'en réalité, ça n'a absolument aucune... Mais quand les pauvres ne pourront ça sera le début de la vraie crise. Là. Vous voyez, forcément. Il y a un moment où que là, vous aviez encore les classes moyennes. Parce qu'on dit qu'il faut taxer les riches. Alors d'un côté, vous avez ceux qui sont très pauvres qui disent il faut taxer les riches. Mais les riches, ils sont très peu nombreux, on peut les taxer autant qu'on veut, ça ne rapportera rien de toute façon. Et il y a longtemps que c'est un effet éthique. On ne peut pas taxer les classes moyennes et les pauvres si on ne taxe pas les riches, évidemment. Mais ce n'est pas ça qui va rapporter de l'argent à l'État. Et là, il y a une contradiction, parce que si on les taxe, ils s'en vont, et ainsi de suite. Bon. Et puis, à force de plumer les taxes moyennes qui deviennent des taxes des pauvres, on ne peut plus leur appliquer l'impôt sur le revenu, parce que les moins riches ne payent pas d'impôt sur le revenu, par exemple. Donc, on va augmenter les taxes qui ne sont pas liées au revenu. Donc, on va encore plus pressurer les gens, et il arrivera un moment où le système va s'écrouler de lui-même, et où, par conséquent, la gouvernance mondiale de type ONU va dire, vous voyez,
Les États sont impuissants à gérer, par conséquent, C'est nous qui prenons le contrôle. C'est nous qui prenons le contrôle. Et les post-humanistes et les GAFA... Mais là, on va nous dire encore voilà, on est des complotistes. Bon, en tous les cas... de moins en moins, donc voilà. Parce que vous voyez, derrière les gilets jaunes et tout ça, bon, je ne suis pas pour aller casser dans la rue ni quoi que ce soit, mais si tout ça se lève, c'est qu'il y a de vraies raisons. Bon, on se lève, mais pour faire quoi? On fait quoi? Non mais voilà. On fait quoi pour s'en sortir de ce miroir déformant là? On fait quoi? Parce que c'est grave quand même. Ah bah c'est très grave, mais... On en rigole. Avant que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà. Il ne faut pas toujours demander à ceux qui voient un peu ce qui se passe ce qu'il faut faire, parce que, bon, voilà. D'abord, alors, qui va trouver la solution? Ah, mais parfois, la nature nous réserve de bonnes surprises. Ça peut arriver. Mais en tout cas, par l'information, déjà, c'est important pour ne pas agir sur tous les plans. Mais sur la géo-ingénierie, on voit bien faire de l'information, bloquer l'extension de ces procédés, arrêter cette idée dans le public que c'est bon. Parce que moi, j'ai bien vu hier soir la manière dont les projets sur TF1 étaient présentés. C'est une certitude que le réchauffement climatique va s'accélérer. C'est une certitude que tout est dû à ça et par conséquent, il faut refroidir. Or, refroidir, ça aboutit directement, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, à la catastrophe. Il se trouve que ce sont encore les États qui ont la main. Et donc, derrière les États... C'est moins sûr, ça. Mais il y en a de moins en moins. C'est moins sûr. On disait que Trump, il n'était pas d'accord, justement, avec tout ce qu'on peut lui reprocher. Il a un peu empêché que ça aille vite. Ce sont des grandes négociations. Alors, vous voyez, Trump, par exemple, aux États-Unis, vous avez deux sociétés qui s'affrontent. Vous avez la société des GAFA, qui sont pour le post-humanisme, la géo-ingénierie, parce que ce sont les mêmes qui les financent, et ainsi de suite, qui sont pour la société de demain et la mainmise des élites qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour dominer le monde. Et puis vous avez l'autre Amérique, celle de Détroit, de l'automobile, des gaz de schiste, du Texas, du pétrole, du charbon, etc. Bon. C'est pas mieux non plus. Non, mais c'est pas mieux non plus, voilà. On dit Trump est un imbécile. Non, il s'est appuyé sur la réaction populiste de l'Amérique qui est en train de disparaître. Mais vous avez vu, il est en train de changer de position parce que les grands patrons du fossile sont en train de faire accord avec les autres, dans le dos du reste du monde. Donc tout ça, c'est très difficile de décrypter, mais on voit bien que Trump lui-même a commencé à dire finalement il y a bien un réchauffement. Donc les puissants ne vont pas se faire la guerre jusqu'au bout. Parce que les armes, qu'elles soient de guerre, financières, de capital, sont tellement puissantes aujourd'hui, on peut difficilement faire la guerre, même si certains en rêvent, pour diviser la population par deux. Parce qu'il y en a quand même qui disent ça. Hein. Bon. Ils vont progressivement essayer de faire accord, donc il y aura forcément des perdants. Et moi je crains que l'Europe ne soit perdante. Parce que quand j'entends dire... M. Seffran, Jouzel et les gens qui sont au GIEC pour la France, que même si les autres ne remplissent pas leurs accords, il faut que l'Europe montre l'exemple et se sacrifie pour le reste du monde, on est dans une irresponsabilité totale. En plus, sur la base de raisonnements scientifiques dont on sait qu'ils sont faux. Et comme je dis souvent, le discours modéré est difficile à faire entendre. Parce que si vous dites par exemple que le CO2 n'est pas un gaz à effet de serre, mais que quand même il faut le limiter parce qu'en émettre trop vite, ça accélère les désordres qui sont provoqués par d'autres facteurs. C'est que vous leur donnez raison. Et il dit, oui, vous dites comme nous. Mais en réalité, sur le plan politique, il y a une très grande différence. Parce que si vous dites que le CO2 contribue simplement parce qu'on en émet trop vite, il suffit d'arrêter cette accélération pour que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et il n'y a pas besoin de faire des retraits massifs de CO2 dans l'atmosphère avec les projets de géo-ingénierie qu'on nous propose. Donc ça aboutit quand même à des politiques différentes. Ce n'est pas du tout les mêmes politiques qui sont derrière. Ouais. Mais pour le citoyen qui entend, ils se disent mais c'est des chamailleries. Ils ne comprennent pas. C'est très difficile de faire entendre raison sur des enjeux qui sont d'une telle complexité apparente. Bon, ça donne quand même... peu d'espoir, parce que quelque part on se dit qu'on ne peut pas s'empêcher de respirer,
On ne peut Non. pas s'empêcher de se nourrir ni de boire de l'eau qui est contaminée. On peut peut-être penser qu'il y a autre chose, et comme vous le dites, la nature, et l'humain, c'est aussi quelqu'un qui fait partie de la nature, où s'adaptera, où trouver une solution. Je vous remercie beaucoup, Patrice. Qui vous remercie, et Roger. monsieur. Vous avez quelque chose à dire pour terminer l'émission? La seule chose que j'ai à dire, c'est il faut informer ce que vous faites Et ne pas déformer. et ne pas déformer. Il faut frapper à la porte et on vous ouvrira, comme on dit parfois, mais il faut faire l'effort d'une information. Alors, objectif, ça ne veut rien dire, Mais d'entendre les deux mais voix. d'entendre les... Voilà. Merci beaucoup. Des cyclones à l'appel, y a rien qui nous interpelle. Quand la météo déconne, ça ne dérange personne. Y a plus de glace au pôle Nord et y a plus d'eau dans la mer. Y a plus d'arbres dans les forêts et y a plus de sable dans le désert. On continue à raser, bombarder et bétonner pour qu'on puisse s'entretuer, croître et se multiplier. Mais moi j'ai bonne conscience quand c'est l'heure de me laver. J'ai toujours la présence de fermer le robinet. Jacqueline Roche, est-ce qu'à ton avis, il y a vraiment un lien entre les traînées chimiques faites soi-disant par expérimentation par les avions et le changement climatique qu'on a en ce moment? Est-ce que déjà ce qui est épandu en ce moment a des conséquences sur le changement climatique tel qu'on le vit en ce moment-là? Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs on le voit au niveau des récoltes, chaque année, que ce soit les vignerons ou tous les producteurs agricoles, les récoltes ne vont que en s'amenuisant. On constate aussi tous en voiture, quand on conduit en voiture sur 500 km, il n'y a pas un moucheron, ni un puceron, il n'y a plus d'insectes. C'est-à-dire, il n'y a plus non plus les petits oiseaux. C'est-à-dire que c'est vraiment en train de tuer toute biodiversité. Et la pomme d'aujourd'hui par rapport à celle de 1950, comme on nous a dit, ça n'a plus Il n'y rien à a plus de voir. vitamines Il n'y a dedans. plus rien dedans. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur une plante OGM de Monsanto, l'aluminium, ça passe très bien. C'est pour ça qu'il a sorti ces plantes résistantes à l'aluminium, mais elles sont forcément OGM. Et que on trouve aussi les effets de l'aluminium. Pas mal d'agriculteurs ont parlé de ça. C'est-à-dire que les racines, ça devient des moignons, ça ne se développe plus. Et la plante meurt lentement. Dans le dernier rapport du GIEC, il parle même de rajouter du soufre au carburant des avions qui traversent l'océan tout le temps. Et tout ça, c'est participe de l'acidification des océans. Alors on comprend mieux maintenant pourquoi les avions et les tankers ne sont pas taxés. Effectivement, ils ne sont pas taxés, même pas sur la TVA. Mais c'est que ni à la COP 21, donc il y a déjà un paquet d'années, ni même à la prochaine COP, ni à aucun moment, Celle qui arrive là. tout de suite. leurs émissions de CO2 n'est pas comptabilisée. C'est-à-dire que eux, ça compte pas. Donc ça va bien au-delà d'une histoire d'argent. Le réchauffement, c'est positif pour les plantes. Plus de CO2, plus de chaleur, fait une végétation luxuriante. Là, on veut enlever la lumière, mettre sous terre Et du refroidir CO2 la terre. et refroidir la terre. Donc, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour se rendre compte que c'est hors bon sens totalement. C'est exactement à l'inverse de ce qu'on a besoin. Tu as fait un film qui a été diffusé qui s'appelle Vers un climat artificiel, point d'interrogation, mais qui a été fait, qui est sorti début 2017. Et le temps de le faire, le temps d'avoir les infos, etc., ça date maintenant d'il y a 4 ans pour moi. Ce film Vers un climat artificiel, si vous tapez sur Google, il y a une plateforme qui est film et documentaire, où vous pouvez voir le documentaire sur le net. En fait, c'est bien d'aller chercher aussi beaucoup d'informations sur un site internet, climatartificiel.com, où vous avez tous les cours, et surtout un 6 minutes. Ce 6 minutes s'appelle COP24, en route vers la bio-industrie, et ça explique très très bien
exactement ce qui risque d'être légitimé à la COP24, pour que les gens comprennent ce qui va être fait. Parce que les gens aujourd'hui sont tellement terrorisés qu'ils veulent juste être sauvés, mais sans se méfier des sauveurs. Vraiment, les sites internet où les gens peuvent avoir de l'information, donc effectivement, il y a le mien, climatartificiel.com, où il y a des vidéos, surtout très explicites, et il y a le site internet de Monsieur Hernu, climatartificielurgence.org, où il y a des textes de fond. Quand on a vu la vidéo et qu'on veut comprendre le fond, il faut aller lire les textes de Monsieur Patrice Hernu. Et pour ceux qui nous écoutent en direct aujourd'hui, ce mardi 4 décembre, il y a quelque chose le 6 décembre. Le 6 décembre, nous faisons une projection en pleine COP24 au Forum 104, qui est au 104 rue de Vaugirard à Paris, à 19h30, le jeudi 6 décembre. Il va y avoir un débat après, où je pense que sur les accords de la COP24, oui, ça sera intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer l'émission ? Pour rester sur une note plutôt positive, je pense que la géo-ingénierie est apparue de façon clandestine, et on aura peut-être la chance qu'elle disparaisse de façon clandestine face à la pression. Ils vont être obligés de reculer aussi discrètement qu'ils sont apparus. Oui, tu dis dans ton film que ton seul désir est d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun. Je ne souhaite absolument pas ça pour les générations futures. Je pense que tout le monde peut comprendre que toutes ces technologies vont polluer. En plus, il y a une aberration qui est juste du bon sens de comprendre que ces avions qui nous survolent toute la journée, soi-disant pour nous protéger des rayons du soleil, et que ces bateaux qui polluent avec du soufre, du SO2 et tout un tas de particules fines, vont polluer pour soi-disant dépolluer. C'est complètement absurde. Je pense que personne ne veut ça pour les générations futures et qu'il serait temps qu'on s'en rende compte vite. La continuité dans l'incohérence tient lieu d'esprit de suite. Tout à fait. Voilà, je te remercie. Merci. Notre maison brûle. Que la planète qu'on irrite se privera de nous virer. Nous regardons ailleurs.